Bonsoir. On y est. Et ben voilà, on y est. Bonsoir. 49e jour de confinement en France et le 50e en Suisse. Vous saurez ça plus tard. Pourquoi? Et la 12e TEDx conversation. Donc merci d'être présent. TEDx Conversation, c'est un peu la radio, mais en mieux, parce que vous verrez nos intervenants en direct et que vous pourrez même leur poser des questions. Ça me tenait à cœur d'évoquer la radio ce soir, vu que j'ai pas mal écouté nos deux invités sur les ondes FM pendant de nombreuses années, que ce soit sur Radio France, Le Move ou WeFM. Et, je vais vous les présenter dans un instant, mais avant, les TEDx Conversations, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une initiative de nombreux TEDx francophones pour parler de la crise actuelle avec un intervenant TEDx. La communauté des TEDxeurs francophones continue de propager des idées qui méritent d'être partagées dans cette période particulière. Alors, pour passer une bonne soirée, on vous propose quelques règles. Déjà, essayez d'être connecté sur Firefox ou Chrome et pas Safari, c'est meilleur pour la navigation. Je confirme. Ne pas avoir, tu confirmes Antoine, ne pas avoir d'appli ou d'onglet pour une meilleure qualité vidéo. Si vous voulez poser des questions dans Crowdcast, vous pouvez poser vos questions dans Ask a Question en bas à gauche de votre écran. Ou alors, si vous tapez la question et si vous mettez un point d'interrogation, vous pouvez la mettre directement dans Post a Question. Et puis sur Facebook, c'est assez simple, c'est directement la question dans votre fil. Et puis à Rennes, à TEDx Rennes, on aime la bienveillance, donc soyez gentils et sympas avec nos intervenants. Si vous avez des bugs, on a une super équipe qui est connectée pour vous aider. Patrice est disponible sur Crowdcast et Hugo sur Facebook Live. Donc n'hésitez pas si vous avez des problèmes. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Christophe Crenel. Alors Christophe, tu es journaliste. Tu as notamment écrit pour Télérama, M Le Monde, Tsugi, Rolling Stone ou Longueur d'onde. Tu es animateur de radio et de télé, on t'a vu pas mal sur M6. Et puis tu es surtout photographe et fan de musique et de concerts. Et puis on a dit aussi que tu es un peu musicien. Un peu beaucoup. Voilà, ouais. Tout ce que tu as décrit, les publications, M Le Monde, Télérama, c'est plutôt la photo. Et voilà, beaucoup de parcours en radio, beaucoup de parcours en télé avec plus vite que la musique, jadis au temps passé, je sais qu'il y a des nostalgiques. Ouais, carrément. Des aventures avec Antoine, notamment sur WeFM ou encore sur le Move. Et puis, notre invité de ce soir, c'est Antoine. Alors, Antoine, comment te définir? Alors, j'ai cherché sur le web ce que c'était qu'une personne zébrée. Et j'ai trouvé ça, alors je vais lire. Un zèbre est une personne qui a un QI supérieur à 130, une hypersensibilité et une émotivité au monde qui sont exacerbées. Un peu, ouais. Ouais, bon, avoue que ça fait quelques années que tu essaies de nous perdre en essayant de te camoufler derrière tes rayures, et c'est bien ça qui t'arrange avec ce totem. Antoine Zebra ou DJ Zebra, tu es musicien, DJ, auteur-compositeur, animateur, producteur, artiste, fan du Stade Rennais, intervenant du TEDx Rennes 2013. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Antoine? Oui, dans les grandes lignes, oui. Et aussi producteur de spectacle, ce qui va nourrir mon propos ce soir. Et producteur de spectacle, ouais. Et tu es… Alors là, tu nous parles, tu es où exactement? Je suis à Genève, je suis dans une prison dorée. Une prison dorée, ouais. En Suisse, la réalité est quand même beaucoup plus cool, on va dire, qu'en France. On n'a pas la police dehors, on n'a pas besoin de papier pour sortir. D'ailleurs, la Confédération suisse n'a jamais prononcé le mot de confinement. On peut sortir à 5 espacés de 2 mètres depuis plusieurs semaines. Il y a un déconfinement prévu dès le 11 mai avec l'ouverture des cafés et des restaurants. Ça, c'est pour les choses assez pratiques dans l'instant. Concernant les spectacles, puisqu'on va les aborder, contrairement à la France qui a annoncé l'interdiction des spectacles jusqu'à mi-juillet, la Suisse a dit que c'était jusqu'au 31 août pour les événements de plus de 1000 personnes. Mais dans l'ensemble, à Genève, ça se passe quand même d'une façon plus simple et plus responsable. Ok. Alors justement, quand tu parlais, la thématique de ce soir, c'est la culture, un besoin de première nécessité. Alors, pour vous expliquer un petit peu l'histoire de cette conversation, avec Antoine, on se connaît bien depuis quelques années, on échange souvent, et s'il y a bien une personne qui déborde d'énergie, de projet, de créativité, c'est bien toi. Et quelques jours après le confinement, on a échangé, et puis j'ai vu que tu étais fatigué, presque déprimé. Et là, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut imaginer un monde sans artistes, si même eux ne trouvent pas les ressources et l'énergie pour nous divertir, pour nous faire réfléchir. Et puis, on a gardé contact, comme ça nous arrive souvent, et j'ai vu que tu étais plus en forme. Et on s'est dit que ça serait peut-être l'occasion de profiter de ces conversations pour échanger avec toi sur ces sujets. Alors, avant d'aller plus loin, Christophe, je te propose de faire un petit état des lieux de la vie culturelle aujourd'hui, le lundi 4 mai 2020, à 8 jours du déconfinement.
Ouais, j'enfile ma casquette de journaliste. Donc le confinement, en effet, a commencé le 17 mars. Ça veut dire que ça fait déjà plus d'un mois et demi qu'on est sous ce fameux régime du confinement. Ça veut dire aussi, évidemment, pour la musique, immédiatement annulation de tous les lives, les grandes salles, mais aussi les petites, plus de concerts depuis un mois et demi. Les salles sont fermées, les bars, les clubs. Les festivals, on le sait, ça a dû vous faire pleurer du côté des Rennes et en Bretagne, bien sûr, annulation notamment des Vieilles Charrues, mais de tous les festivals les uns après les autres, un peu comme un château de cartes au fur et à mesure. La Rue du Rock aussi. Et la suite, eh ben, c'est encore assez flou, principalement pour le spectacle vivant qui va être le sujet qu'on va aborder ce soir. Officiellement, il n'y aura pas de rassemblement de plus de 5000 personnes en milieu clos d'ici septembre en France. Ce qui concerne ça plutôt les grandes salles, je pense aux concerts type Zénith ou Bercy. Pour ce qui est du plein air, Franck Riester, notre ministre de la Culture, n'a pas vraiment éclairé la profession. Ce qu'il a juste dit, mettant plus de troubles finalement qu'autre chose, c'est qu'il propose d'autoriser des petits festivals à partir de la semaine prochaine, sans plus de précision. Je pense que tout ça sera précisé demain, enfin pas demain d'ailleurs, après-demain, puisque on va en parler dans un instant, mais le président Macron a compris qu'il fallait aussi s'exprimer sur la culture et qu'il y a pas mal de gens qui sont sur le carreau. Si on se fait à ce qu'a dit Édouard Philippe, notre Premier ministre, lui, il a annoncé concernant le déconfinement qui arrive étape par étape qu'il y aura des rassemblements, mais avec seulement 10 personnes. Donc voilà, je vous laisse imaginer ce que peut être un concert avec 10 personnes, en tout cas dans des grandes salles de concert, ou ce que peut être un rassemblement avec 10 personnes dans un festival de 10 personnes par exemple. Même si Antoine, ça va sûrement le faire réagir, cette idée de petit comité, c'est peut-être une des pistes qu'il a en tête. Dans l'immédiat, donc évidemment, ça grince de partout. Des pétitions fleurissent. Des appels aussi dans la presse à prendre en compte le sort des artistes, comme la dernière tribune parue dans le journal Le Monde. Les musiciens classiques, je sais qu'ils ont aussi sorti leur pétition aujourd'hui en disant voilà, on ne pense pas à nous, on est la dernière roue du carrosse, mais on est aussi sur le carreau, il n'y a évidemment plus de représentation ni de concert. Bon, ça c'est l'appel justement qui a été lancé par Jeanne Balibar, Catherine Deneuve, Jean Dujardin, Omar Sy et beaucoup d'autres. Tout ça donc dans l'attente d'éventuelles nouvelles promises par Emmanuel Macron hier. Donc là, on va regarder le petit tweet que nous a envoyé Emmanuel. Emmanuel qui nous dit, le président qui doit nous dire mercredi, il s'y est engagé. Je vais soutenir la création. L'avenir ne peut s'inventer sans votre pouvoir d'imagination. Merci, j'annoncerai des premières décisions donc en ce sens. Voilà, première réaction d'ailleurs Antoine, ça t'a rassuré de voir le président prendre les choses à bras-le-corps et dire que mercredi, il y aurait des choses nouvelles d'annoncer sur la musique? À bras-le-corps, je ne sais pas, parce que évidemment, ça appartient aux artistes de prendre leur destin en main. L'effet d'annonce d'Emmanuel Macron est plutôt rassurante dans le sens où il y pense, il y travaille, il a une équipe autour de lui. Et c'est quand même un petit peu dommage que ce soit lui qui fasse cette annonce plutôt que le ministre de la Culture, qui est étrangement absent et qui annonce des trucs en se rétractant derrière. Mais en tout cas, mercredi, on en saura beaucoup plus sur ce qu'il est possible de faire, de créer, d'innover, d'entreprendre. Enfin, en tout cas, on est dans une redéfinition complète de l'idée du concert et du festival. Et on attend ça impatiemment, en tout cas. D'accord. Pour toi, concrètement, d'ailleurs, ça s'est traduit comment parce que là, on a parlé de ce petit malaise, du fait qu'aujourd'hui, tu es combatif. Mais je suppose que très concrètement, il y a plein de choses qui se sont annulées. On a parlé de festival tout à l'heure. Ouais, exactement. De toute façon, voilà, dès mi-mars, on a commencé à avoir des annulations de concerts avant même que Édouard Philippe annonce le confinement. On se souvient qu'il y a eu des étapes, les concerts de moins de 5000, de moins de 1000, ça arrivait à moins de 100. Donc progressivement, les festivals, puis les salles de concert, puis les cafés-concerts aussi sont mis à annuler leur programmation. Moi, évidemment, ma tournée a commencé à s'effondrer. J'ai sorti un album là, le 20 mars. Alors, toute joie, j'étais tout content de faire une tournée pour jouer ces nouveaux titres. Et puis finalement, là, je me retrouve avec plus rien, comme beaucoup d'artistes. On ne pouvait même pas se rattacher sur les événements privés, puisqu'il n'y avait aucune possibilité de rassemblement. En tout cas, quand on imagine un concert, on pense à rassemblement, et ça, c'était impossible. Donc, il a fallu envisager peut-être un report. Et ça, certains festivals ont déjà annoncé que leur festival serait reporté à l'été 2020. Sans pour autant garantir la même programmation. On sait que les têtes d'affiche seront présentes s'ils peuvent. Ça dépend encore de la réalité aux États-Unis et dans le monde. On imagine que Céline Dion, en 2021, peut-être qu'elle avait imaginé autre chose que de revenir aux Vieilles Charrues. Mais en tout cas, pour nous, je dis pour nous, je m'inclus dans les artistes non têtes d'affiche, mais plutôt découvertes. On attend aussi de voir comment va se tenir la santé des festivals. Donc, on veut bien revenir, on est plein de bonne volonté, mais en tout cas, le report, pour nous, ça correspond en 2020 à une annulation. On n'a plus rien à faire
on n'a plus de projet pour cette année, on a un manque à gagner énorme. Alors, concernant les aides, on en a quelques-unes. Il y a 2 types d'aides, d'ailleurs. La dette pour les intermittents du spectacle qui, eux, ont des annulations de tournée, donc peuvent être parfois considérés comme au chômage technique de la part de leurs producteurs, des producteurs des concerts. Il y a aussi des artistes entrepreneurs dont je fais partie. Moi, je suis gérant de société. Ma société produit des productions audiovisuelles et des spectacles. Où là, en tant qu'entreprise, j'ai une aide de l'État, ce qui a été annoncé, donc 1 500 € maximum, et non pas 1 500 pour tout le monde. C'est un calcul un petit peu bizarre. Il y a des sociétés d'aide comme la SACEM qui aide des auteurs-compositeurs qui vont avoir une chute des droits d'auteur. Il y a la SCPP qui aide des producteurs de disques. Enfin, moi, j'ai réussi à réunir quelques aides, bricolage, pour mieux fonctionner, mais ça représente à peu près que 10% de ce que j'aurais dû toucher si je fais le calcul de la tournée qui était en prévision, quoi. Alors, c'est bien que tu donnes des pistes pour… voilà, il y a des gens qui nous regardent en ce moment qui sont comédiens, mais aussi musiciens, techniciens. Tu vois, il y a quand même des guichets, entre guillemets, qu'on appelle ça. C'est vrai que tout le monde ne le sait pas. Moi, c'est sur les caisses elles-mêmes, les caisses qui m'envoient des informations. Pôle emploi m'envoie des infos. Congé spectacle m'envoie des infos. Je sais autour de moi qu'il y a des musiciens qui ne savent absolument pas où trouver des aides. Donc, on pourra donner des liens d'ailleurs. Moi, je veux bien répondre à toutes les questions concernant ce type d'aide pour tous les types d'artistes ou disons, de métiers du spectacle. Je voudrais juste revenir sur le report en 2021. Ça risque de provoquer un embouteillage, ça on le sait déjà. Même dès l'automne, les concerts de printemps reportés à l'automne, ça empêche les artistes qui avaient prévu une tournée d'automne aussi d'avoir une vraie tournée. On va avoir un trop-plein. Comment gérer ça avec les normes ? Parce qu'en forcément, on ne pourra pas tout autoriser, ça va poser une vraie question. Et puis enfin aussi, il y a la peur, parce que les rassemblements actuellement provoquent beaucoup d'inquiétudes auprès de la population. Il y a eu un article dans Le Point, et on en voit quelques-uns passer aussi, sur des rassemblements musicaux, tout ça, parce que quelqu'un met de la musique à son balcon ou met un blaster dans la rue, surtout ça se rassemble, et on sait que la musique provoque ça, provoque une envie de se rapprocher, et il faudra rassurer. Et nous, les artistes, on n'est pas là-dedans, quoi. On est dans l'exubérance, donc il va falloir repenser tout ça. C'est vrai que tu parles de la musique qui fait peur. D'ailleurs, c'est toujours un peu bizarre de dire ça, la musique qui fait peur. Bob Sinclair, qui devait faire son concert en haut de l'Arc de Triomphe, notamment, retoqué par la préfecture, justement parce qu'on a peur que les gens, sa troupe, sortent en masse au pied de l'Arc de Triomphe et évidemment qu'on n'ait pas forcément les gestes barrières qui soient respectés. Oui, d'ailleurs, si je prends ça, l'article que Le Point a publié récemment avait en titre « La musique, nouvelle responsable du Covid-19 ». Ça m'énerve comme ça, avec la presse qui fait des titres à sensation, on est mal barré. Mais en tout cas, voilà, après, ça va être la foi, la conviction de nous, en tant qu'artistes, de reprendre les choses en main. On va parler un petit peu de ce qui s'est fait. C'est vrai que les périodes de crise, c'est souvent des périodes qui sont très créatives aussi pour les artistes. Certes, aujourd'hui, le spectacle vivant est à terre. On va en reparler dans un instant et de voir comment peut-être on peut faire en sorte que la musique ne soit pas la nouvelle responsable du Covid-19, mais plutôt un manifeste d'espoir et une façon d'imaginer un monde différent. Et la musique, ça a son importance. Un mot sur la musique et ce qui a déjà été fait. Et là, je pense notamment à ces lives sur Internet. Je pense que de nombreuses personnes qui nous regardent en ce moment ont vu ces lives sur Internet. Je pense notamment à Axel Bauer qui en a fait un très beau. On va peut-être avoir quelques images. Axel Bauer qui a repris Les mots bleus, qui voulait faire évidemment un hommage à Christophe, qui a pris le temps de faire ça avec une belle lumière, qui a chiadé son truc. La version, en plus, file les poils, c'est hyper émouvant. C'est une version qui dure 7-8 minutes. Et voilà, ça fait partie de ces performances live qui ont marqué pendant les déjà 5 ou 6 semaines que l'on vit sous le régime du confinement. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs? Qu'est-ce que ça t'inspire tous ces gens, musiciens, pros, amateurs, qui se sont mis à prendre leur guitare, leur piano, à jouer dans le salon, dans la cuisine, à se faire gauler comme Raphaël, en train de faire un Facebook Live. D'un seul coup, il y a sa femme qui passe derrière et qui lui dit « Non, tu fais chier, là, c'est l'heure de manger. » Le point positif, oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Le point positif, c'est que ça a remis les artistes sur un pied d'égalité. Il n'y avait plus de stars, il n'y avait plus d'amateurs. Tout le monde faisait exactement la même chose, jouer dans sa cuisine ou son salon. Il y a eu des talents qui ont émergé, des gens qui se débrouillaient très bien. On a des tas d'exemples de contes parodiques ou de créations qui ont été faites, parce que c'est un petit peu comme un appel à l'aide. C'est genre, ne nous oubliez pas. Ça sentait ça un petit peu. Il faut qu'on s'occupe. Certains ont été très créatifs, d'autres se sont plongés dans la nostalgie. Il y avait beaucoup de partages, comme on en voit sur Facebook, de pochettes d'albums qu'on a aimés quand on était jeune, de playlists à base pour les DJ,
disques oubliés. Bob Sinclair, d'ailleurs, faisait lui-même sortait sa vieille discothèque, des trucs qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il y avait un côté un peu nostalgique et on se pose et voilà ce qu'on aime dans la musique. Après, du côté créatif, je trouvais ça un petit peu triste parce que ça se figeait, quoi. On avait l'impression que voilà, tout est fermé, donc on se fige dans un présent teinté de nostalgie. Et puis, le seul projet pour envisager l'avenir, c'est le spectacle vivant. C'est comment on va retourner dehors. Donc là, on en est à peu près là, tu vois. Au bout d'un mois et demi, on commence à s'imaginer ces artistes-là, ces artistes de cuisine ou de balcon, retourner dans la rue. Donc là, on va arriver à le vrai débat, en tout cas celui qui t'anime, savoir comment on peut refaire du live, pas uniquement en étant dans sa cuisine ou dans son salon. Un dernier mot quand même sur les images qu'on voit. Donc, tu as voulu voir le salon, c'est la reprise de Vesoul par les Goguettes. Énorme tube de ce confinement, plus de 3 700 000 vues sur YouTube. La parodie est vraiment, vraiment excellente. J'ai retenu une des phrases qui m'a beaucoup fait rire. Tu as voulu voir Arte, tu as vu Christophe Barbier. Et j'aime beaucoup celle-là. C'est vrai qu'on le voit partout, tous les soirs. C'est genre le spécialiste de tous les sujets, de toute façon. Mais donc, c'est assez rigolo. Et puis, on a vu aussi une autre image. J'en profite pour le signaler. Thor, qui est un musicien qui fait de l'électro-pop française et qui donc s'est dit, voilà, on est en quarantaine, je vais essayer de réunir 40 artistes et on va essayer d'échanger et de construire 40 morceaux ou une quarantaine de minutes de musique. Donc, ils ont décidé, voilà, il a lancé un appel à candidature, on va dire, à 40 artistes. Donc, je ne sais pas si ceux-là, ils seront Malik Djoudi, par exemple, ou encore les Naive New Beaters, mais visiblement, ça réunissait pas mal de monde. J'ai entendu parler de The Shoes aussi. L'idée, donc, c'est que chacun envoie des pistes sur Internet depuis justement son home studio, et dans la foulée, c'est comme un cadavre exquis, chacun complète. Et c'est Mathieu Arthur, à savoir Thor, qui va mixer tout ça et sortir ça très, très bientôt. Voilà, bon, ça c'est pour les belles initiatives qui ont été menées en termes de créativité en étant à la maison, dans sa cuisine, dans son salon. Maintenant, on va parler peut-être de live, parce que pour toi, en gros, si j'ai bien compris, si quelque chose peut se manifester aujourd'hui pour défier à la fois la morosité, la crise, et puis faire exister tout simplement la musique, c'est par le live. Pour toi, c'est encore possible? Bien sûr, alors pour différentes raisons, et pour ça, j'ai heureusement récolté des anecdotes, ou plutôt des chroniques qui ont été publiées. Je prends par exemple Michel Guérin dans Le Monde, qui a d'ailleurs développé le thème qui nous permet de nous rejoindre ce soir. La culture est-elle un produit de première nécessité, aussi vital pour l'esprit que les fruits et légumes le sont pour le corps? Ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Pour revenir à ce que Régis me disait tout à l'heure dans l'introduction, quand il m'avait appelé que j'étais vraiment down, hein, j'étais déprimé parce que mon monde s'écroule, je ne sais plus quoi faire. La seule raison, enfin disons, l'énergie que j'ai retrouvée était grâce à la musique. Je me suis vraiment mis dedans complètement, j'en ai écouté beaucoup, et surtout des nouveautés, tout ce qui sortait. Parce qu'il faut le savoir, il y a des disques qui sortent, il y a des gens qui n'ont pas annulé leur programme, et il y a Bandcamp d'ailleurs qui est une plateforme équitable pour les artistes indépendants qui continue à faire des aides pour la sortie d'albums. Moi, je me suis mis complètement dedans, j'en ai même fait une émission de radio, on pourra en parler un peu plus tard. Et parce que justement, je sais que c'est vital. Moi, je le sais hein, personnellement, parce qu'en tant qu'artiste, je vis pour ça. Et je pense qu'il y a quand même une grosse partie du public qui l'envisage aussi. Ce qui veut dire qu'en fait, le spectacle vivant, c'est une façon de rétablir un lien. Comme disait Renaud Muselier, qui est le président de la région PACA, il a publié une chronique dans l'Opinion qui dit qu'il faut rétablir le vivant. Plus existent des occasions de se croiser, de se rencontrer, d'éprouver des émotions, plus le monde va bien. Ça, on en est conscient, hein, les retours des apéros, c'est pas pour rien. Mais avec la culture en plus, c'est mieux. Se réunir, mettre en commun nos intelligences et nos moyens pour réparer le vivant. Ça, c'est très important. Réparer le vivant. Tout faire pour que les rassemblements humains, qui sont propres en particulier à la vie culturelle, ne deviennent pas un sujet d'inquiétude durable. Et là, effectivement, on est dans un paradoxe. C'est-à-dire qu'on sait que c'est un besoin vital, qu'on va devoir, quelque part, si on veut exister en tant qu'artiste, envisager des espaces de réunion, de rassemblement, mais qui font peur. Moi, personnellement, je me suis fait parfois insulter sur Facebook dans des commentaires par des gens qui disaient clairement vous allez relancer une deuxième vague avec vos conneries. Ça, on le sait quelque part. Donc, du coup, il faut penser intelligemment, et intelligemment, ça veut dire partir des autorisations. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Quels sont les possibles? On sait qu'actuellement, en France, bientôt, on pourra se réunir à 10. Donc, on peut envisager qu'un artiste joue devant 10 personnes. Actuellement, en Suisse, c'est 5, c'est toujours 5 pour l'instant. Mais ça va commencer à grandir. Si les gens sont responsables, il faut compter sur leur responsabilité. On pourra petit à petit amener un artiste devant eux. De là, appeler ça un festival, évidemment, on n'y est pas. Mais un festival, c'est une succession de choses. Et là, on est nombreux à quand même à y penser. Parce que ceux qui vont donner l'exemple, avant nous, ce sont les cafés et les restaurants.
Là, je parle d'une réalité suisse, par exemple, parce que je disais, les cafés, les restaurants vont rouvrir dès le 11 mai en Suisse, avec quelque chose de très particulier, c'est que nous pourrons entrer dans le restaurant que 4 personnes par table, et chaque table espacée de 2 mètres. On est un peu loin de la convivialité quand même, il faut le dire, mais quelque part, si on observe que les gens commencent à comprendre qu'en se tenant bien comme ça, ils pourront avoir des espaces de réunion autour d'un plaisir qui est celui de la nourriture et des boissons, on peut envisager que ça puisse se passer de la même façon face à des musiciens. Et je ne suis pas le seul à y penser d'ailleurs, puisque aujourd'hui même dans Ouest France, merci Régis de me l'avoir envoyé cet article, dans Ouest France, le directeur du festival des Tombées de la Nuit, qui est plutôt un festival orienté musique de rue, théâtre et improvisation, Claude Guinard, donc des Tombées de la Nuit, a dit « Il n'est pas question d'abandonner ce terrain de jeu qu'est l'espace public, je n'ai pas envie de penser à de nouvelles formes virtuelles. On restera en éveil, à l'affût de ce qui sera possible, avec des propositions décalées, surprenantes, que l'on souhaite déployer avec modestie, humilité et intelligence. » Et là, effectivement, c'est ce qui est bien, finalement, dans ce monde qui est en train de se créer, c'est que cette humilité nous déconstruit tout le star system. Je pense que les gens qui disent « il ne se passera plus rien » envisagent qu'ils ne pourront plus voir Rage Against the Machine ou les grosses stars. Mais là, voir des petits artistes, oui, ça sera possible. Et il faut juste faire attention de n'exclure aucune personne, que ça puisse aussi concerner les enfants, les personnes âgées, enfin un peu tout le monde. Ok. Plus concrètement, puisque forcément c'est les questions qui vont venir. Alors questions, justement, n'hésitez pas, que vous soyez sur Crowdcast en direct ou que vous soyez sur Facebook, on attend vos commentaires, savoir ce que ça vous inspire, cette idée que la musique soit de retour dans les rues. Alors est-ce que c'est dans les rues? C'est ce qu'on va savoir tout de suite avec Antoine. Comment tu imagines très concrètement cette place de la musique? Tu dis qu'il va falloir tenir compte des contraintes. Elle est où? Elle est dans un salon où elle sort vraiment? Elle se trouve dans l'espace public? Elle se trouve chez des particuliers? Comment tu imagines la façon dont la musique pourrait être présente très vite? Puisque là, on parle pas d'une perspective à 6 mois, on parle de là dans les semaines qui viennent. Alors, il y a quand même 2 choses à tenir en compte. Hein. C'est l'assainissement des lieux. On ne peut pas réunir des gens dans une salle de concert si elle n'est pas totalement assainie, avec des gens qui seront porteurs sains, enfin même pas porteurs sains, je crois que vraiment, on est dans un imaginaire. En fait, pour revenir un petit peu à ce que je disais, la société actuellement est définie par des médecins, des soignants, des virologues, des scientifiques qui nous donnent des contraintes. Ces contraintes-là, on les connaît, je pense qu'il faut respecter ces contraintes et à partir de là, imaginer le possible. Moi, par exemple, dans l'espace public, je n'imagine que des déambulations. C'est-à-dire qu'on sait qu'actuellement, les gens sont au balcon, on les voit, ils applaudissent tous les soirs à 20h ou 21h en Suisse. Et on peut imaginer que des musiciens déambulent sur leur balcon. Et pour ne pas gêner ceux qui n'ont pas envie d'entendre ces musiques, qu'ils s'en aillent, qu'ils arpentent les rues, cadrés par les mairies ou par les préfectures. À partir du moment où c'est cadré, ça peut exister. De l'autre côté, il y a des concerts un peu plus, disons, exigeants, c'est-à-dire avec des orchestres. Tu vois, je l'ai dit. C'est le mot magique ce soir. Et là, je pense qu'actuellement, faut oublier l'espace public. Ça fera peur aux autorités. On peut pas non plus, disons, jouer avec les rassemblements ou les attroupements qui se créeront pour pouvoir assister à ces concerts annoncés. Si on ne les annonce pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont lieu que dans les espaces privés, c'est-à-dire des jardins pour être en plein air, parce que les salons, c'est trop compliqué. On peut pas faire entrer des gens chez d'autres gens pour l'instant. Au fond des jardins ou sur des terrasses avec des musiciens qui ne rencontrent pas leurs hôtes, mais qui jouent devant eux. Et donc, chez eux, chez ces gens-là, il pourront donc y avoir des personnes âgées et des enfants, puisque c'est quand même le gros point chaud. On sait que les plus de 65 ans actuellement sont à risque, mais pourquoi leur interdire disons, d'assister à des concerts? Alors, pour ça, je voudrais citer une initiative suisse qui est excellente, qui s'appelle Dans le Jardin. C'est un site danslejardin.ch. C'est Pascal Viglino, qui est un musicien suisse qui a lancé ce site. Donc, il est déjà un petit peu en avance sur tout ça. Et il propose, lui, déjà des petits concerts avec des musiciens professionnels, qui tiennent à ce que ce soit bien, qui sont, eux, des victimes économiques du coronavirus. Ces artistes joueront dans des domaines privés ou mandatés par les entreprises ou même devant des maisons de retraite pour un prix de 98 francs par musicien. C'est déjà annoncé. Sur ces 98 francs suisses, hein, je précise, il y a 78 francs pour l'artiste et 20 francs pour la plateforme, pour la gérance. Et on a une prestation de 20 à 25 minutes. 98 francs suisses, ça donne quoi en France, hein? À peu près pareil en euros, 95 euros. Actuellement, c'est 100 euros dans les deux cas. Mais ils estiment qu'effectivement, ce tarif en fait, est respectueux pour l'artiste et correct par rapport à la demande. On sait qu'il y aura une grosse baisse de pouvoir d'achat. Pas pour tout le monde, mais en tout cas, on est dans une forme de proposition rémunérée. Et là, si je devais monter mon festival demain, par exemple, puisque
J'en ai déjà un en route qui s'appelle Les Apparitions, qui est en train de, pour l'instant, c'est en projet. Moi, mon but dans ma réflexion, c'est de se dire, si je dois le lancer demain, voilà comment il pourra avoir lieu. Devant 5 personnes, ok, il n'y en aura que 5. Ensuite, moi, je veux le monter pour fin juin. Fin juin, peut-être qu'on aura le droit d'être 100. Bah, si on peut être 100, on sera 100. Et c'est ce que j'appelle un festival commando. On peut le monter et le démonter facilement. Il n'y a plus de scène, plus de technique, plus ce gros truc de Raoult. Ça ne ressemblera plus vraiment à un festival, mais on va dire que c'est une succession de performances du possible, amenées aux gens, un peu comme ce que font les restaurateurs en faisant de la livraison à domicile actuellement. Finalement, les restaurants existent en donnant leur bouffe, j'allais dire, c'est moche ce que je vais dire, mais disons en amenant leur nourriture aux gens, et ben nous, on amènera de la culture chez eux. Petite question par rapport à ça, après on va regarder les questions d'ailleurs qui nous sont posées. Est-ce que tu imagines ça? Parce que je vois qu'il y a une idée de redémocratisation de la musique, on va toucher les enfants, les personnes âgées, tout le monde y a accès. Est-ce que tu penses quelque part que tous les artistes sont prêts à jouer ce jeu-là? Ou est-ce que ça va être plutôt des outsiders, des nouveaux talents qui vont se présenter? Ou tu penses qu'on peut avoir... l'idée, ce serait vraiment que tout le monde puisse se produire, y compris des gens déjà un peu établis? Non, alors, moi, je n'ai sondé que des artistes qui meurent d'envie de retourner jouer. Et je pense sincèrement qu'il y aura des gens très connus qui auront envie de ça. Je pense que Raphaël, dans sa cuisine, il a vraiment… Alors, je ne sais pas dans quel état d'esprit est Raphaël, mais là, ce sera vraiment l'humain qui aura envie d'y aller. Il y a des artistes que je connais qui ont très peur d'y retourner, qui sont hypocondriaques ou même qui ont peur de fréquenter des gens, qui ne s'imaginent pas jouer sans un masque et qui ne peuvent pas l'envisager non plus avec un masque. C'est un gros problème pour eux, et ça, je les comprends totalement. Et puis, il y en a d'autres qui ont justement une confiance totale disons, au bien-être mental. Moi, je l'ai constaté plusieurs fois dans ma vie d'artiste. Le nombre de fois où je suis monté sur scène en étant malade, pas bien, avec des problèmes qui me fatiguaient beaucoup, et j'arrive sur scène et boum, ça monte. Je pense qu'on est quelque part dans un soin, quelque part, qui n'empêche pas le coronavirus d'arriver, il faut quand même être honnête, mais qui, sur un moment, si c'est bien géré, peut, disons, conforter les artistes et le public en se disant on a passé un bon moment et on n'a pas eu peur. Donc là, les artistes de bonne volonté, on dépassera le cas de la notoriété. Alors, tu parles de s'adapter aux contraintes. On a une petite question, justement, qui est une idée pour s'adapter aux contraintes. Lionel Fauché qui nous envoie un petit message en nous disant « Au Danemark, en Allemagne, on voit des projets de drive-in se mettre en place. Ouais. Un concert de Zebra où on vient en auto avec ses pop-corn. Ça te semble, par exemple, une idée intéressante ?» Alors, pas pour moi. Je trouve ça marrant, mais je trouve qu'on est encore dans une distance. Faut quand même admettre que quand on est musicien, on cherche l'émotion directe, on regarde les gens, on regarde faut les voir. Je trouve que cette initiative-là, je vais être un peu dur, mais disons, c'est une espèce de, on va en dire que c'est un mouvement de panique de l'industrie. Il faut une grande scène, il faut du gros son. Je suppose qu'effectivement, moi, je suis DJ de métier. Hein. Un DJ, c'est avec du gros son et de la lumière. C'est vrai. Comment être DJ dans un jardin? Donc moi, ma solution en tant que DJ de jardin, ça va être du blind test, par exemple, quelque chose de participatif. Mais si on veut avoir des stars sur une grande scène, c'est eux qui vont être un peu à la ramasse. Là, il faut tout redéconstruire. Tu vois. Bon, oui, c'est impressionnant quand même. C'est vrai que c'est impressionnant. Là, ce qu'on voit, c'est juste fou. Ça se passe au Danemark. Ouais. Et donc, c'est un artiste local qui a fait un concert. Il était seul en scène. 500 bagnoles devant. C'est-à-dire que ça a tout de suite réservé. Ça a cartonné. C'est le salon de l'auto, un peu, non? 500 bagnoles qui sont rangées comme ça. On a l'impression d'être dans Cars un peu. Ouais. Et à l'intérieur des voitures, chacun peut écouter le son du concert parce que c'est retransmis sur son autoradio. Et donc à la fin, il klaxonne. Voilà, ça doit être ça. C'est un concert de klaxon, forcément. Non, moi, ça me fait flipper. Hein, moi, j'ai pas du tout envie de me mettre là-dessus. Mais après, mais il a l'air content, ce musicien, après tout. C'est une démarche comme une autre, il ne faut pas la négliger. C'est vrai qu'il peut y avoir des événements comme ça. En termes de performance, de toute façon, le fait d'être le premier à le faire, je pense que déjà, ça marque les esprits. Après, est-ce qu'on s'habituerait à ce type de drive-in musicaux? Je ne suis pas certain que ce soit le pire absolu. Là, on est dans une création de l'instant. Hein. Ce qu'on est en train de dire ce soir, on pourrait refaire la conférence dans un mois, on ne dirait pas la même chose. On le sait, hein, même nos humeurs changent, parfois même plusieurs fois par jour. Moi, mon idée de construction d'un festival actuellement, je sais que même le mot festival, j'ose même plus l'utiliser. En fait, plus on réfléchit, plus on invente. Et puis finalement, plus on observe ce qui se fait. Finalement, ce drive-in, c'est bien de l'avoir fait parce que moi, personnellement, je me rends compte que j'ai pas envie de ça, mais je trouve ça vachement bien qu'il y ait des gens qui l'aient tenté. Ça prouve qu'il y a une attente, en tout cas, puisque donc ça a cartonné au Danemark. Ils ont fait la même chose aussi en Corée du Sud. Et là, pareil, les réservations, ça a explosé. Les gens ont envie de sortir, quoi. Les gens ont envie d'entendre du live, même si pour ça, il faut quand même accepter un certain nombre de contraintes, dont avoir
une caisse autour de soi, par exemple. Ouais, c'est ça. Bah oui, il faut monter et puis il faut créer un lieu. Il faut l'annoncer aussi quelque part. Moi, par exemple, on revient là-dessus. Oui, les apparitions, c'est l'image que j'ai pour l'instant trouvée pour le groupe Facebook que j'ai créé autour de cette initiative. Alors, c'est une initiative genevoise hein, pour l'instant. Ce n'est censé exister qu'à Genève. Je vous rappelle que pour les Français, que la frontière est toujours fermée. Donc, s'il devait avoir lieu demain, vous ne pourriez pas y assister. Mais je l'envisage comme une suite de performances sur la durée. Ce ne sera pas genre du 30 juin au 5 juillet, ce sera pendant tout l'été s'il le faut, parce que les gens qui mettront à disposition leur lieu et donc qui rémunéreront les artistes, ça pourrait les arranger d'en avoir au mois d'août, donc début juillet. On va avoir une succession de performances avec les mêmes musiciens qui pourront jouer de lieu en lieu et on sera dans un self-service quelque part. Non, je ne trouve pas le mot, mais en tout cas, c'est une suite de performances du possible, je le répète. Ok. Les troubadours sont de retour. C'est ça. Ah, mais c'est ça. Et alors, il y a un autre truc, c'est je pense qu'il va y avoir un retour du mécénat aussi, hein, parce qu'il y a des gens qui vont avoir envie de soutenir la culture, qui vont aider des entreprises privées, qui vont aider des artistes à développer leurs projets. Je sais qu'en Suisse, par exemple, il y a une plateforme qui s'appelle Pro Helvetia qui propose d'aider à hauteur de 50 000 francs suisses, c'est une belle somme, les initiatives culturelles. Donc, en France, je n'ai pas vu encore de structures comme ça qui aident aussi fortement des projets. Mais les festivals, en tout cas, le savent, hein, ils sont à la recherche de tout ça. Et les festivals de petite envergure, à mon avis, devraient un peu mieux s'en sortir parce qu'ils ne seront pas tributaires de têtes d'affiche internationales. Sur le côté international, il faudra attendre très longtemps pour revoir des Américains. Je pense au Hellfest, par exemple, qui, eux, ils sont vraiment dans une autre logique, quoi. C'est ce que tu disais. Il y a une petite opportunité aussi de... On a parlé beaucoup de relocalisation avec ce qui s'est passé en Chine et le fait que les entreprises imaginent plutôt pouvoir produire local. Pour les festivals, c'est ce que tu imagines aussi. C'est-à-dire que dans un premier temps, ça peut encourager la production locale, c'est-à-dire les artistes européens, on va dire, au sens le plus proche du terme. Ouais, dans une raison logistique, c'est évident que ce sont les locaux ou les régionaux en tout cas qui vont relancer la machine. Donc, si on leur donne l'opportunité de jouer, ça peut créer des découvertes, des surprises. Moi, je pense que, par exemple, pour mon idée de festival des apparitions, je ne compte pas annoncer la programmation. D'une part, parce que je ne peux pas lancer une billetterie et parce que je ne veux pas créer un effet d'attroupement, mais aussi parce que je trouve que c'est bien d'amener chez les gens des artistes qui ne connaissent pas d'une façon intelligente. Il faut penser à qui chez qui, on va dire ça. Mais ça peut permettre aussi aux programmateurs de salles et de spectacles et d'événements, notamment en Suisse, hein, je parle à ça, de découvrir des artistes suisses qui sont souvent en 4e ou 5e ligne sur les festivals ici, quoi. Et là, il y aura une redécouverte, une nouvelle demande. Ça va créer une nouvelle économie, effectivement, et qui va bénéficier aux artistes de talent dans la région. J'ai une petite question qui correspond d'ailleurs à la surenchère dont tu parles, qui était quand même un peu de mise dans tous les festivals, plus gros, plus grand, plus cher à chaque fois. Il y avait une espèce de, pas d'hémorragie, mais au contraire d'inflation, en tout cas, à la fois dans les cachets réclamés par les artistes, et puis aussi dans l'infrastructure qui était mise en place. Il y a Sarah qui nous envoie un petit message et qui nous dit: quand on parle de festivals différents qui vont arriver à l'avenir, de plus petits formats, est-ce que ça veut dire aussi que le live va être plus simple, dans le sens moins consommateur d'énergie? Le live, mais... Parce que tu vois, quand on pense à un gros live, on pense, je veux dire, à un live show à Chaka Ponk qui forcément est consommateur d'énergie, et il y en a d'autres. Hein. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, effectivement... avoir une approche vertueuse, je veux dire. L'énergie, maintenant, viendra beaucoup plus des artistes du spectacle que du public, où avant, je l'ai constaté moi-même, hein, il y a des festivals où je suis arrivé, où le public était plus chaud que moi. Et effectivement, il t'emporte, il t'entraîne. Et là, cette énergie venant du public, on l'aura moins. Je ne sais pas à quel point les gens pourront se déplacer avec des masques encore à l'automne ou plus tard, mais il y aura une retenue, c'est sûr. Ils vont le stage diving, quoi. Comment se jeter sur les gens, moi qui adore ça, tu vois. Il y aura des espaces. Il faudra introduire. Et puis en plus, il y a le côté. Les artistes, on les attend aussi sur une sorte de subversion ou de rébellion à l'ordre établi. C'est ça, c'est-à-dire que rien n'est normal quand on va voir un concert. On voit des gens exubérants qui se comportent d'une façon non normale, on va dire, sur une scène. La plupart de ceux qu'on aime, en tout cas, sont comme ça. Est-ce que voilà, on pourra encore enlever son t-shirt et lever les bras devant des gens masqués? Bon, là, il faudra un pouvoir d'imagination aussi, mais en tout cas, à partir du moment où on remet tout à zéro, on relance d'une façon différente. Là, tout à l'heure, j'ai vu un reportage juste avant qu'on parle sur la RTS, donc la télévision suisse, qui parlait des festivals de cinéma
qui actuellement proposait des films d'art et d'essai qui devaient sortir actuellement en streaming, et ça cartonne en streaming payant, je le signale quand même, parce que là c'est pareil, hein, trop de gratuit, tu le gratuit. Et cette programmatrice du festival disait que la culture n'est pas en danger, mais à l'arrêt. Et si on commence à considérer ça, en dehors de tout contexte financier, évidemment, hein, il y a beaucoup de musiciens et des gens du spectacle qui vont vraiment souffrir, mais si la culture en tant que telle est à l'arrêt, on envisage un redémarrage. Et quand il faudra rallumer la lumière, on sera là. Mais je pense, pour compléter un peu la question de Sarah, mais je pense que c'est ce qu'elle voulait dire d'ailleurs, ouais. Est-ce que c'est pas l'occasion de repartir sur des bases différentes sur les festivals d'un point de vue éco-environnemental, je veux dire. Ah, ça aussi. Et oui, d'avoir une empreinte carbone un peu différente, c'est de ça dont je te parlais. C'est-à-dire que forcément, on va repartir sur des bases qui sont peut-être plus modestes et se dire d'ailleurs, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un light show qui consomme la capacité en électricité d'une ville moyenne, quoi. Enfin, j'exagère un peu, mais enfin, en tout cas, c'est vrai que ça consomme souvent pas mal. L'empreinte carbone n'est pas neutre en principe pour les festivals. Mais pourquoi il faut prendre l'exemple sur l'agriculture, hein. Beaucoup d'artisans et de maraîchers actuellement produisent à la demande, on va dire, à la demande de ce qu'ils peuvent vendre. On le voit, je ne sais pas si les marchés auront ouvert en France, mais ici en Suisse, ils sont espacés de 70 mètres les stands. Mais en tout cas, les maraîchers se mettent à valoriser la culture locale. On ne consomme que suisse, tu vois, actuellement. Et je pense que dans la culture, c'est pas une question de protection, de protectionnisme nationaliste, hein, ce que je veux dire, mais on va se remettre à penser aux compétences de chacun, au savoir-faire de chacun, avec les moyens de chacun, et forcément, ils seront beaucoup plus écologiques, ils seront beaucoup plus aussi justes financièrement. Il faut arrêter les surenchères, l'explosion des cachets et des ventes. D'ailleurs, il y a un vent de panique auprès d'organismes comme Live Nation, qui est le plus gros organisateur d'événements au monde, j'ai vu ça un article après il n'y a pas longtemps, qui était défini comme un colosse au pied d'argile, parce qu'ils contrôlent tellement tout que si tout s'effondre, même leur système économique et leur billetterie et leur tournée d'artistes vendus extrêmement cher, tout s'effondre. Donc là, finalement, repartir à zéro, j'aurais une question là, est-ce que ce pouvoir d'imagination est une opportunité ou quelque chose d'excitant pour un artiste? J'ai envie de dire, il doit l'être. Un artiste, il se définit par rapport à son ambition. Bien sûr, il y en a qui sont pas créateurs, hein. Moi, je suis artiste créateur, donc je pense. Mais il faut avoir l'ambition de faire ce qu'on n'a pas encore fait. Et cette situation étant inédite, voilà, c'est le moment, quoi. Alors, ça rebondit sur la question de Corinne que tu viens de lire. Il y a Fanny qui nous avait demandé tout à l'heure quelles sont tes astuces pour stimuler ta créativité, même confinée. Parfois, moi, le confinement, ça me donne juste envie de rester en position fétale et d'attendre que ça passe. T'es passé aussi par cette étape-là, si j'ai bien compris. Ah bah, j'en ai eu le vertige, hein. Je suis tombé de vélo, hein, pour te dire. Quand j'ai commencé à comprendre, j'ai eu une espèce de... Ça m'arrive jamais, hein. Je suis vraiment pas quelqu'un de déprimé en général, mais là, le monde s'écroule, tu vois. On va dire quand même que c'est un peu plus facile disons, à encaisser que quand on se retrouve non aimé. Tu vois, un artiste, il fait ça pour être aimé par les gens. Comme moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une succession de dates annulées parce qu'on voulait pas de moi, parce qu'on avait pris un autre artiste à ma place. Ça fait super mal. Mais disons qu'on se dit, il y en aura d'autres. Là, je me suis dit, il n'y en aura pas d'autres. C'est-à-dire que pendant plusieurs mois, je ne vais pas pouvoir m'exprimer comme j'aime. Alors, effectivement, ma solution, ça a été d'écouter de la musique. Je suis musicien, j'aime en faire, j'aime en écouter. Je me suis mis, comme je l'avais dit tout à l'heure, à écouter toutes les nouveautés sur les radios anglaises, les blogs musicaux. J'ai recherché ce qui sortait. Et finalement, c'était une énergie nouvelle parce que c'était des choses actuelles. Et ça faisait du bien d'entendre ça. J'ai voulu donc témoigner. Donc, j'ai monté une émission de radio qui s'appelle Fête à la maison. La Fête à la maison, exactement, sur Radio Vostok, ici en Suisse, qui toutes les semaines propose des nouveautés musicales. Déjà pour échapper à la nostalgie ambiante et aussi pour témoigner, c'est important, de la continuité disons, de la culture, alors musicale, hein, dans mon sens, hein. Mais en tout cas, il y a des choses qui se font et il faut le dire. Petite question de Maude qui nous dit, et pourquoi pas les concerts à la maison à 10, enfin 9 avec l'artiste? Ça correspond à ce que tu disais tout à l'heure. Moi, c'est une petite question complémentaire. D'ailleurs, c'est comment tu l'imagines très concrètement? Les artistes eux-mêmes, si c'est un groupe, un orchestre, le mot magique, vont être espacés de 2,50 m chacun. Le public, les 10 personnes vont être à 2 mètres chacune l'une de l'autre. Ça va être un peu ça dans un premier temps. Moi, je vois pas l'artiste rentrer dans la maison. Clairement, il y a d'ailleurs des festivals, hein, de concerts en salon, hein, ça existe, hein, internationaux d'ailleurs. Mais le salon, il faudrait qu'il soit assaini. C'est toujours un problème de santé publique. Qu'est-ce qu'on fait? On se lave les mains, on met nos masques et puis on joue. Enfin, donc moi, on peut le faire, hein, c'est possible de faire des concerts en salon, mais il faudrait quelque part que le musicien fasse partie de la famille et habite avec les gens. Et là, ça revient quelque part à une fête entre amis ou entre une fête familiale. Si on amène de la culture et des gens professionnels chez des gens, là actuellement, hein, je suis en train de parler au 4 mai,
si je l'envisage, il ne doit être que dans des espaces extérieurs avec une distance de sécurité pour que ce soit faisable, tout simplement, parce que ça, les pouvoirs publics vont nous observer de près. Si on annonce un événement culturel dès cet été, on va être beaucoup plus observé que les autres, mais vraiment beaucoup plus. Culture égale rassemblement égale gens qui se rapprochent. On peut, voilà, c'est comme ça que ça existe. Donc, faisant en sorte qu'en fait, on rassure tout le monde pour au moins avoir l'autorisation, et non pas forcément des subventions, mais au moins l'autorisation de se dire, OK, on peut aller chez des gens d'une certaine façon, on se croise pas, les artistes arrivent, ils jouent, ils remballent, ils s'en vont, ils nettoient derrière eux, on va dire, et puis voilà, on aura eu 25 minutes de bonheur. Ok. L'idée du concert secret, c'est quelque chose qui est possible, ça aussi. Enfin, j'ai un truc qui sur Internet, un petit réseau qui permet d'avoir les 10 golden tickets qui permettent d'assister à un concert de Zebra. Alors, moi, ce truc-là de n'exclure personne, j'y pense sur la retransmission virtuelle. C'est-à-dire que ces concerts devront être captés soit dans un Facebook Live, soit avec l'apport de médias. Parce qu'il faut se rendre compte d'un truc aussi, c'est que la plupart des médias n'auront rien à dire cet été sur le plan culturel. Comment faire un compte-rendu de festivals qui n'existent plus? Donc là, il faudra leur donner les clés quelque part, qui viennent faire des reportages sur les initiatives. On en revient un petit peu à la Jean-Pierre Pernaut, tu vois, sur l'artisanat local. Oh, il a monté un festival dans un jardin. Et puis on va avoir quelque chose d'un peu sérieux pour te dire en Suisse, si ça commence à prendre, il va falloir que cet événement soit national. Donc il faudra que ça concerne toute la Suisse. Et là, il faudra réunir toutes les intentions à Lausanne, Neuchâtel, Berne, Zurich, je ne sais pas. Et donc en France, un peu partout, si ça se fait aussi. Là où j'ai un peu de doute par rapport à la France, c'est qu'il y a la police, et ça c'est un truc très important, qui peut donner des amendes. Là, en Suisse, on est quand même tranquille par rapport à ça. S'il commence à y avoir une peur d'avoir des amendes pour n'importe quel rassemblement, il faudra vraiment que le gouvernement tu vois, et là, on attend ce que va dire Emmanuel Macron, il faudra qu'il soit ferme là-dessus en disant, OK, on autorise ça, vous avez vos papiers d'autorisation, vous pouvez faire votre concert devant tel type de personnes, et là, ce sera réglo. Mais il faudra être très, très, très ferme et très clair sur ce qui sera possible de faire. Le côté mutant des concerts te fait pas peur? Cette idée, enfin, mutant dans le sens où justement le fait de se retrouver devant, les gens vont pas pouvoir pogoter, hein, c'est clair, les gens vont pas pouvoir. Enfin, ça va quand même être assez. Si tu as le droit d'être chez toi, je veux dire, les gens actuellement ont le droit d'être chez eux ensemble. Si on leur amène ça, ils ont le droit de pogoter ensemble. J'imagine 4 colocataires qui ont un petit terrasse ou un jardin, ils ont le droit de faire un pogo. Pourquoi les empêcher, bien sûr? Tu vois, ils sont déjà chez eux. Donc, non, là-dessus, j'ai assez confiance. Il y aura des moments super drôles. On peut se marrer, quoi, franchement. Et on se marrera d'une façon un peu. Au fond, on pourra simuler genre comme si on y était, quoi. Genre, on fait comme si on était au Paléo, comme si on était au Hellfest, je sais pas. Je pense que les gens pourront se déguiser aussi, avoir leur casquette de fan. Enfin, il pourra se passer plein de choses. Si on est dans un rapport comme ça où on se restimule la créativité, ça va être dans les deux camps qu'il va se passer quelque chose. Comment tu imagines justement la mixité? Là, c'est Sarah qui nous envoie une petite question. N'hésitez pas, d'ailleurs, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur le podcast. Envoyez-nous des petites questions sur le spectacle vivant. Peut-être que vous êtes musicien, peut-être que vous êtes spectateur, vous êtes frustré peut-être de l'absence des festivals, par exemple, cet été. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions à Antoine Zebra. Ouais, question donc supplémentaire de Sarah qui nous dit tu l'imagines comment cette mixité de population? Comment tu vas faire en sorte que des gens, parce que c'est ça les concerts, c'est se retrouver avec des gens qu'on ne connaît pas, qu'on va rencontrer, il va y avoir une... J'en suis pas encore là sur le côté on va rencontrer, à moins que ça s'ouvre un peu. Moi, j'ai un peu une foi inébranlable. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, je vois que le positif. Et j'ose imaginer quand même que cet été, comme la saison touristique va redémarrer, qu'il est question que les frontières européennes s'ouvrent, je pense que peut-être on pourrait se retrouver avec une autorisation de 100 personnes sur un rassemblement. Dans ces cas-là, oui, on pourrait fréquenter des gens autour de nous qu'on ne connaît pas. Mais si je veux être un petit peu précautionneux et négatif, je vais dire que non, en fait, on va être obligé d'être entre nous, entre gens qu'on connaît, avec qui on a vécu depuis plusieurs semaines, en quarantaine ou pas d'ailleurs. Hein, on ne doit pas s'interdire de jouer devant des gens qui sont en quarantaine. Et je pense à ça parce qu'il y a eu un festival à Lausanne qui devait s'appeler, je ne sais plus le nom, Fête de la Cité, je crois. Qui est pareil, qui a réfléchi à ça assez longtemps, avec une déconstruction totale de ces festivals et puis une façon d'aborder ces spectacles d'une façon intimiste et plus petite. Et le maire de Lausanne a répondu qu'en fait, il ne voyait pas comment se sortir d'une situation où il voulait n'exclure personne. C'est-à-dire, est-ce qu'on va dire, si on fait un événement sur la place publique, il faudra interdire les gens de plus de 65 ans et les enfants, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, c'est une problématique en plus pour qui on joue,
et essayons de jouer pour le plus de monde possible, d'une façon sereine et apaisée et responsable. Voilà. Parce que la question de fond, finalement, derrière cette histoire de rencontre, c'est comment on va draguer cet été sans les festivals, quoi. Oh putain, ça ouais. Excusez-moi. Alors ça, oui, effectivement, l'énergie provoquée par la musique est une énergie sensuelle, pour pas dire plus. Oui, on sait que les gens vont en salle de concert aussi pour ça, boire des verres, rencontrer, voire même lancer une aventure amoureuse si c'est possible. Là-dessus, ouais, là c'est un peu, je sais pas comment ça peut se passer. Au niveau pratique sexuelle, je sais qu'il y a des pratiques qui sont saines. Je sais pas, j'imagine le truc avec un plexiglas entre les deux, je sais pas. Non, on n'en sera pas là. En tout cas, c'est pas ce qu'on veut. En tout cas, dans les rassemblements culturels, on veut juste qu'il y ait une onde qui passe, une onde directe entre les gens de la culture. Pourquoi pas, et aussi, voilà, on parle de musique depuis tout à l'heure, mais les magiciens, les humoristes, les performeurs graphistes, monter une sculpture en direct pendant 25 minutes dans un nom de quelqu'un, puis lui laisser, je sais pas, tu vois, il y a des initiatives il peut y avoir aussi beaucoup de rencontres entre les différents arts. C'est ça que j'aime bien. Et puis un effet disons, de transmission qui peut permettre aux gens qui auront assisté à ça eux-mêmes de se dire, bah, nous aussi, on va faire des pratiques artistiques chez nous, ça tombe bien, on n'avait pas l'idée, mais vu qu'on nous a montré que c'était possible, on va le faire aussi. Est-ce que toi, concrètement, tu as déjà l'idée de ce que pourrait être ce spectacle te concernant? Est-ce que tu as réfléchi à la petite équipe que tu voudrais monter autour de toi et comment, enfin, forcément, tu as des images, tu t'es déjà projeté dans cette fonction. Alors, pour une question en premier lieu de sécurité et puis aussi de savoir-faire, je veux absolument que les gens qui sont les plus, enfin, les associations, les institutions qui créent des spectacles toute l'année, ici à Genève, parce que je parle de Genève pour ceux qui nous rejoignent maintenant, fassent partie de l'organisation. C'est-à-dire que là, je sais que ici, il y a 2 gros festivals qui ont eu lieu, et dont un qui a été annulé, c'est-à-dire Voix de Fête et Antigel. C'est des festivals, l'un de rock indé, l'autre de chansons. Voix de Fête n'a pas eu lieu. J'ai eu l'occasion d'en parler avec la programmatrice qui m'a dit, mais bien sûr, en fait, il y a une envie de participer, il a envie de mettre déjà son savoir-faire, sa connaissance du terrain. Donc là, on m'a donné des pistes pour des artistes qui n'ont pas l'occasion de s'exprimer en festival, mais qui sont super forts dans l'improvisation. Et là, dans ce domaine-là, dans le domaine intimiste, effectivement, ils vont être super à l'aise. Une chanteuse, par exemple, petite chanteuse qui a peur de monter sur une grande scène, on la met à 22 heures dans un jardin avec un petit lampadaire, elle va se sentir bien. Donc, il y a des conditions pour que ceux qui savent et qui imaginent, si on est tous réunis ensemble, on crée quelque chose qui soit une fédération des gens du spectacle dans chaque ville. On en a parlé tout à l'heure des quelques lives qui ont lieu, enfin il y en a quand même beaucoup maintenant qui se mettent à jouer en live à la maison et à se filmer, diffuser sur Instagram, sur Facebook. Bon, je pense parmi les premiers, je pense qu'il y a eu Jean-Louis Aubert, il y a eu Benjamin Biolay aussi. Cali. Comment? Il y a eu Cali aussi qui jouait, enfin il y a beaucoup de gens qui ont joué, ouais. C'est des gens qui, pour le coup, en effet, on les imagine dans des petits comités, ce serait cool, et je pense qu'eux ont envie de s'exprimer visiblement puisqu'ils l'ont fait sur la toile. Après arrive la question de la rémunération, c'est-à-dire que tout le monde tire la langue en ce moment. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a un festival qui envisageait de payer 98 € en Suisse les artistes. Comment toi tu vois les choses et comment, parce que si ça s'éternise cette histoire, si on est parti jusqu'en septembre, jusqu'en octobre, comment on fait, quoi? Bah là, on n'est plus dans une vente normale, hein, évidemment. Moi, par exemple, si un jardin, si des gens qui ont une maison et un jardin décident d'accueillir un concert, effectivement, comment on rémunère les artistes? On pourrait faire, la première idée que j'avais eue, c'est de faire des choses d'une façon simple et bénévole, parce que je suis parti sur l'envie de jouer. Et je sais que les musiciens à qui j'en ai parlé, on est quand même nombreux chez les musiciens à faire beaucoup d'actions bénévoles. Donc, quand on a envie, on y va. L'argent, on en parle après pour beaucoup d'entre nous. Ça marche peut-être moins pour Jean-Louis Aubert, c'est sûr. mais sur cette envie, on est là. Et après, je dis, c'est pas juste. Et l'initiative de Dans le Jardin, c'est vrai qu'il a raison d'annoncer un tarif qui est une base. On peut donner plus, évidemment. Donc, on va être sur disons, l'achat d'un concert de la part d'un lieu. Moi, je peux imaginer, par exemple, là, il faudrait que pour que ce soit équitable, que ce soit rémunéré par nombre d'intervenants. Qu'on ne se retrouve pas avec des 200 francs pour une artiste soliste qui a un petit peu de nom et puis la même chose pour un groupe de 4 musiciens. Donc, moi, je penserais partir sur un système très égalitaire de, voilà, un forfait. Il y a tant de gens qui arrivent chez vous, voilà, ça vous coûte tant de les avoir. Et puis, ensuite, il peut y avoir aussi un chapeau, c'est-à-dire donner plus. Il peut y avoir du merchandising, ceux qui ont des disques à vendre ou des produits à vendre peuvent les vendre aussi.
avec plein de gels, plein de produits dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est possible. Mettre les disquaires aussi de coin à contribution, ils seront ravis de participer pour que la culture les commerces culturels fassent aussi un petit peu partie de l'affaire. Et là, on se retrouve sur une forme d'achat de spectacles privés, d'une façon évidemment pas trop chère. Et là, on enlève tout ce qui est marque, notoriété. Hein. On met les mêmes gens à la même base. Ça ne marchera que comme ça, avec les gens qui ont le même tarif de base. Ensuite, c'est à la bonne volonté des gens. Si tu veux donner plus, tu peux. Mais on ne peut pas, en tout cas, faire d'échelle de valeur. Après, comme tu disais, il peut très bien y avoir et du mécénat en plus, et pourquoi pas les sponsors, puisqu'on n'en a pas parlé, mais les sponsors, ils ne savent pas où dépenser leur argent aujourd'hui. C'est une façon d'être vertueux et en plus d'aider à monter ces spectacles. J'en profite pour poser quelques petites questions qui sont arrivées sur le fil. Oui. Nina qui nous dit quel est l'équilibre économique justement pour des événements restreints à une petite jauge, Pensez-vous que ce sera viable? Est-ce que des concerts de 10 personnes, ça va vraiment relancer l'industrie musicale? Et puis Alberto va un petit peu dans le même sens. Il nous dit, et les salles de spectacle de 150, 200 personnes, par exemple, qu'est-ce qu'on en fait? En gros, c'est ce que je traduis. Évidemment, moi, c'est un festival de l'urgence. Hein. C'est-à-dire que moi, ce que je veux faire, c'est rallumer la lumière dès que possible. Parce que c'est très politique, ce que je vais dire, mais on ne doit pas laisser la culture de côté. On ouvre tous les commerces, on envisage la réouverture même des bars et des restaurants et des hôtels parce que le tourisme et la saison touristique arrive. Et la culture, c'est toujours en dernier, comme si ce n'était pas vital. Moi, j'avais envie de dire, il faut l'envisager dès maintenant, même si on me dit que ce n'est pas le moment, dès maintenant, je vais envisager quelque chose qui puisse avoir lieu bientôt. Donc, le bientôt, dans ma tête, c'est fin juin. Parce que le temps de faire les choses bien, je pense que ça me demande 2 mois. Il y a des gens qui vont trouver que c'est trop tôt. Pour moi, 2 mois, c'est long, donc un peu moins, mais je trouve que c'est pas trop tôt. Enfin, en tout cas, c'est un équilibre comme ça. Mais évidemment, je souhaite que ce que je veux lancer ne durera que cet été et qu'à la rentrée, ça s'ouvre aux salles de concert, aux cafés-concerts, qui puissent redémarrer quelque chose, redémarrer une programmation et qui, eux, d'ailleurs, ont besoin de beaucoup plus de temps pour imaginer un retour du public dans leur salle selon certaines conditions. Moi, ma proposition, elle est simple à mettre en place et simple à démonter aussi. C'est qu'en extérieur, c'est la musique à l'air libre. Mais en tout cas, ça va redémarrer. Voilà, c'est un festival de redémarrage qui disparaîtra naturellement dès que les plus grosses choses pourraient être mises en place. Ce qui est intéressant dans tout ce que tu as développé là au cours de l'heure qui s'écoule, c'est cette idée aussi d'associer des partenaires, enfin d'autres partenaires du monde de la musique. Tu as parlé des tu as parlé des artistes qui, c'est vrai, peuvent aussi se rémunérer en mettant leur merchandising, en mettant leurs t-shirts, leurs vinyles, lors des concerts. Pourquoi pas imaginer aussi, si jamais ça devait durer, associer un peu aussi les structures techniques, pour le coup, les équipes qui pourraient aider à équiper un peu des lieux et les faire participer aussi à cet élan, quoi. Oui, alors sur l'aspect technique, évidemment, les techniciens font partie de la rémunération. C'est toute l'équipe qui est concernée. Mais les moyens techniques, là, il faudra quand même une aide. Quand tu parlais d'un sponsor, bon, j'ai du mal à voir comment, à part peut-être sur les médias qui pourraient relayer le festival, les médias radio, presse ou TV, par exemple, mais sur les subventions, si elles existent, s'il y a des aides municipales, régionales, en tout cas, ces aides pourront permettre de financer la réalisation de ce type de choses, c'est-à-dire les frais de transport, les frais de location, de matériel, d'installation, de démontage, etc., tout ce qui est en dehors de la performance. Là, effectivement, il y aura besoin d'argent. Donc, il faudra le chercher, mais quelque part, il ne faudra pas envisager non plus de demander trop d'argent, puisque, une fois de plus, je le répète, ce festival étant considéré comme un festival commando, il peut très bien être non autorisé du jour au lendemain. Moi, ça, je l'envisage. Si je dis je commence le 27 juin et que le 26, on me dit non, pas maintenant, il faut attendre mi-juillet, on redécale tout, mais ce sera possible. Si par contre, c'est trop gros et qu'on commence à mettre en place des structures, ça va être trop galère pour les démonter. Donc, c'est un peu il faut que ce soit souple et simple. Il n'y a que comme ça qu'on pourra démarrer, c'est tout. C'est le pirate qui se remet en place. Ça y est, il faut que ce soit commando et pourquoi pas. Ouais. Bah ouais, c'est ça, mais commando, ça fait peur. Mais en fait, c'est ça, on s'installe, on joue, on s'en va, quoi. Il y a des questions sympas. Je veux dire, quand tu es un artiste et que tu as envie de jouer, des fois, tu te reposes tu te reposes sur ton manager, sur ton tourneur, sur toute une équipe qui est là pour toi. Je pense aux grands artistes qui ont l'habitude comme ça d'être un peu chouchoutés. Ils arrivent, ils ont des loges. Vas-y, tu as un jardin, tu joues. C'est sur la base du volontariat. Et ouais, c'est le pouvoir au peuple. C'est très communiste, mon truc, mais en fait. Mais par contre, je pense quand même, tu as raison, beaucoup à l'économie de tout ça.
Ça pourra permettre déjà d'avoir un petit peu d'argent, puisque ces performances seront reconduites dans les différents lieux. Donc finalement, un artiste peut se retrouver à jouer 20-25 fois dans l'été et avoir disons, sa saison un peu sauvée dans ces cas-là. C'est un poster du Che qui est juste derrière toi, non? Non, c'est un poster de John McCain. Quelques petites questions qui vont te faire rire, je pense, enfin en tout cas qui vont te faire sourire. Est-ce qu'il serait possible, c'est Alix qui nous dit ça, est-ce qu'il serait possible de placer les musiciens sur une île flottante sur les lacs suisses? Génial! Le public serait sur les rives, espacé selon restrictions sanitaires. Non, mais alors ça, c'est dans le projet de déambulation. Oui, les déambulations, ça peut être les rues, ça peut être le lac. Mais c'est une super idée, mais pas pensé, merci. Ah ouais, sur un petit bateau, sur une berge, je pensais à une ville comme Annecy qui est qui a plein de petits canaux. Tu fais des musiciens sur un bateau. C'est génial, ça. Bien sûr qu'il faut le faire. Tout ce la déambulation, ce qui est bien là-dedans, et c'est pour ça que j'ai appelé mon festival les apparitions, c'est que quand tu apparais, tu disparais aussi. Donc finalement, on est moins inquiet, je pense actuellement, d'imaginer un artiste qui passe et qui s'en va, que quelque chose de figé où on passe son temps à regarder. Il faut se souvenir quand même qu'en 2015, je vous rappelais des événements tragiques, mais quand il y a eu les attentats à Paris, et notamment dans une salle comme le Bataclan, il y a beaucoup de gens, et notamment moi en tant que fan de concert, qui sont rentrés dans des salles en regardant la porte de secours. Ça a duré un certain temps. Beaucoup de gens n'étaient pas rassurés, et après, la vie a repris son cours. Donc là, c'est encore pire, puisque une salle de concert, c'était quand même sûr. C'était juste la possibilité que ça puisse se reproduire qui faisait peur. Là, on va avoir peut-être peur de l'autre encore un petit moment. Et il faudra se tenir tranquille et laisser les artistes donner de la joie comme ils peuvent. Très bien. Je crois qu'on n'est pas loin de la conclusion. Dernière petite question. Je vois un petit peu ce qui est apparu sur le fil. Si je ne m'abuse, c'est U qui nous dit ça. Depuis quelque temps, on insiste à un déplacement des revenus des artistes du support disque streaming vers les concerts. Est-ce qu'on ne va pas assister à un chemin inverse? Yann aussi nous dit ça. Et si on réachetait des albums et finalement, pas au détriment des concerts, mais presque, est-ce que tu penses que c'est le chemin qui peut aussi se produire dans cette période? En tout cas, le fait que les gens qui ont besoin de musique, alors la solution que tu as apportée, c'est intéressant, mais que finalement, les gens vont peut-être avoir tellement besoin de musique qu'il va y avoir un boom sur les achats de vinyles, de CD, de musique en ligne, bien sûr. Encore faut-il produire ces albums, parce que je le rappelle, les studios d'enregistrement sont fermés, que peu de gens ont quand même les moyens d'enregistrer chez eux. Il y en a qui ont des home studios, donc un studio de la maison, qui peuvent produire des choses, mais d'autres non. Donc ça en exclut quelques-uns qui n'ont pas les moyens d'enregistrer. Je pense que quand même, il y aura beaucoup moins de production de musique et de disques à venir, mais ceux qui ont déjà tout prêt, là, comme c'est mon cas d'ailleurs avec mon album Dance Music, mais ceux qui sont tout prêts et qui ont des choses à sortir, et ça va comme s'étaler sur toute l'année, évidemment qu'il faudra les soutenir, et ainsi que les disquaires et les plateformes de vente de musique indépendante. En support physique ou vinyle, parfois c'est mieux parce que c'est plus équitable que le streaming. Moi, je pourrais rentrer dans un autre débat sur le fait que Spotify, ça ramène rien. Mais en tout cas, ça proposera des choses. Si là, on est près de la fin, je voudrais juste citer quand même, puisque j'en parlais, deux initiatives musicales qui m'ont plu récemment, parce que j'écoute beaucoup de nouveautés. Il y a Ty Segall, qui est un musicien américain qui a profité de ces 2 premières semaines de confinement aux États-Unis pour aller enregistrer un album de reprise à un groupe qu'il aime beaucoup. Voilà, on le voit, c'est Segall Smegol. Smegol, je crois que c'est le précieux dans Le Seigneur des Anneaux. Et c'est génial. Le son est extraordinaire. On sent la maison. On a l'impression d'être dans son garage avec la batterie à côté. Donc, dans le son, déjà, il y a une proximité qui laisse imaginer les conditions dans lesquelles il a enregistré. Et le son est quand même énorme, mais proche. Donc, on n'est plus dans un truc industriel. Donc ça, j'ai beaucoup aimé cet album que vous trouverez sur Bandcamp. Le lien est d'ailleurs affiché sur le côté. Et puis, il y a MC Roger, qui est un rappeur, danseur de Neuchâtel, qui a fait une parodie, puisqu'on en parlait au début de cette conférence. Il y a beaucoup de parodies. Lui, il en a plus de 300 000 vues. C'est une parodie de Sex Machine de James Brown qui s'appelle Tu Stop et du Galop. Vous verrez, c'est hyper drôle sur YouTube. Et moi, je trouvais que non seulement c'est une parodie, mais c'est bien réalisé, c'est groovy, c'est exigeant. Et ça, on ne l'a pas abordé dans cette conférence, mais l'exigence, c'est important. Il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on a envie de faire des choses, qu'on va le faire mal. Tu vois, Axel Bauer a fait une belle vidéo bien filmée. MC Roger a fait une parodie qui s'écoute comme une chanson normale. Et il va y avoir ce genre d'initiative où on aura envie de les soutenir, puisqu'ils ont réussi à le faire seuls, en tout cas, de les encourager à continuer à produire de la musique.
On sent que tu veux revenir vers l'artisanat, mais enfin c'est dans le bon sens du terme, hein, dans le sens noble. Et c'est vrai quand tu disais les gens n'ont pas forcément les moyens de faire de la musique à la maison, je ne suis pas d'accord. Non mais dans le sens où c'est vrai qu'il y a quand même possibilité aujourd'hui de faire du son de qualité avec de l'exigence. Quand on est musicien, c'est quand même facile, que ce soit sur Ableton, Pro Tools, Logic ou un autre logiciel. Ah oui, mais c'est pas le même son. Attention, si tu veux enregistrer un orchestre, allez, troisième fois qu'on le dit ça. D'accord. Non, on est dans la débrouille. Moi, je suis dans la débrouille depuis 25 ans, donc je saurais me débrouiller, mais on va dire que ça limitera quand même les possibilités. Faut être honnête. Mais finalement, le mot de la fin, enfin, Régis va nous rejoindre, mais c'est vrai que c'est aussi l'art de la débrouille dont tu nous parles. C'est à la fois remettre de la musique, du vivant grâce à ça, parce que c'est le spectacle vivant, et repartir sur des bases finalement très spontanées, quoi. Ouais, spontané et possible. Voilà, faut pas oublier ce mot-là, quoi. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Tu vois, c'est un peu comme on dit, tu fermes la porte, tu rentres par la fenêtre. Ben voilà, il y a une fenêtre et on compte bien l'ouvrir, quoi. Il y a une petite phrase, je voulais terminer sur ma petite phrase, après Régis, je vais te laisser conclure. Winston Churchill, vous connaissez sa citation, non? Pendant la Deuxième Guerre, il y en a une qui est fameuse, il répondait à un de ses conseillers qui lui disait « Mais non, il va falloir couper dans le budget de la culture pour contribuer à l'effort de guerre. » Et Churchill aurait répondu « Si ce n'est pour la culture, pourquoi nous battons-nous alors ?» Voilà, comme sachant que Macron nous a dit « C'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Si c'est la guerre, mais pas au profit de la culture, ça n'a aucun intérêt. » quoi. Bien sûr, et c'est d'où le sujet de cette conférence sur la culture comme première nécessité. Il faut l'envisager comme ça aussi. Eh ben, merci. Alors Antoine, finir par Churchill, c'est très fort. Merci Christophe. On voit ta pochette de ton dernier album, Antoine. Oui, Dance Music, qui donne envie de faire une petite boum à la maison. Et ouais, bah pour l'instant, une petite boum, on ne sera pas très nombreux, mais on va attendre le 11 pour être un peu plus nombreux. Merci à tous les deux. Merci à toutes les personnes qui ont été présentes, qui ont posé des questions. Vous retrouvez, si vous voulez reprendre contact avec Antoine, Christophe, tous les liens sont sur le fil de discussion. Un petit mot sur ce. Bravo à tous. Merci Christophe. Cette discussion sera disponible dès demain en replay sur Facebook, sur notre site internet tedxren.com, et elle sera aussi disponible en podcast. Vous trouverez tous les liens sur nos réseaux sociaux. J'ai un petit mot à dire parce que c'est la 12e TEDx Conversation, mais il y en a d'autres dans les jours qui viennent, et les 3 jours qui viennent sont assez chargés parce qu'on a demain à 18h30 nos amis TEDx Orléans. Et j'ai vu qu'il y avait Cédric qui était connecté, donc j'embrasse Cédric. C'est Quentin Adam et Pierre-Antoine Gouraud qui seront les anciens speakers de TEDx Orléans qui seront présents. Mercredi 6 à 18h, c'est TEDx Nantes qui organise une conversation avec Diarata Ndiaye. Le jeudi 7 mai à 19h, c'est Julia Faure qui est invitée par TEDx Université de Tours. Et puis après, le programme, je ne l'ai pas, mais vous trouvez tout ça sur nos réseaux sociaux. Donc, un grand merci. Et moi, je voulais remercier toute l'équipe des bénévoles. Emma, Marion, Maude, Jean-Félix, Patrice, Corinne, Véronique, Hugo, Maël, on est nombreux, hein, Arnaud, Florent et Tony, qu'on oublie toujours. Alors, salut Tony. Et puis, l'orchestre. Eh ben, tu me coupes déjà sur le pied parce que la soirée était orchestrée d'une main de maître par Sarah qui peut se reposer maintenant parce qu'elle est bien fatiguée. En plus, Sarah attend un heureux événement pour bientôt. Oh et puis, un dernier remerciement pour notre technicien de service, Lionel, avec qui j'ai bossé pour l'après-midi, pour mettre de l'audio, mais on n'a pas réussi. Donc, mais vous en êtes très, très bien tirés, Antoine et Christophe. Le pouvoir de l'imagination. Exactement, exactement. Même si on a des belles images quand même. Merci à tout le monde. Et puis, on vous rappelle que le TEDx Rennes, c'est le 18 septembre à Rennes. Donc, j'espère que Christophe est par là. Bonne soirée. À bientôt. Merci à tout le monde nous a suivis. Et à bientôt dans la vie réelle. Salut.